Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Plus d'éléments. Exceptionnellement, Olivier François n'est pas là, mon cher François, je crois qu'il est malade, il a un voyage. Non, il garde, ne soyons pas injustes, il garde les enfants. Il garde les enfants. Donc Olivier François garde ses enfants. Vous le retrouverez dans 2 mois pour notre prochaine émission. En tout cas, nous, on va vous parler du nouveau numéro d'éléments qui va s'afficher juste là. Vous pouvez voir cette magnifique couverture avec notre ami Bernard Lugan en couverture. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Rodolphe Carte avec moi. Bonjour Rodolphe. Notre ami Olivier François Bousquet. Excusez-moi. Notre ami Christophe Maxime est avec nous. Bonjour. Et on a le droit à David Lépée qui nous arrive de sa Suisse natale. Oui. Ça va David? Oui, ça va, bien et vous? Bon, ça fait un moment qu'on vous avait pas vu. Oui, j'étais pas revenu, effectivement. Et nous, on va vous parler dans ce numéro d'un grand portrait, et comme vous avez pu la voir sur cette couverture, un grand portrait de notre ami Bernard Lugan. Alors, François, Bernard Lugan, là, a décidé d'aller encore plus loin. Il a décidé de réformer la justice en France. Voilà, c'est un peu ça. Oui, et puis notre couverture, de désengorger les tribunaux, puisqu'il sort à la nouvelle librairie Un éloge du duel, l'honneur plutôt que la vie. Et il a créé, Bernard Lugan, en 2002, une association pour le rétablissement du duel en matière de presse, parce que, pourtant, c'est un africaniste reconnu, 40 bouquins, qui dirige l'Afrique réelle. Mais ses confrères journalistes, car il était aussi journaliste, lui reprochent d'être un africaniste autoproclamé et un piètre historien. Ce qu'il n'est pas. Il a intenté des procès à la presse lyonnaise et parisienne, qu'il a gagné. Mais ça n'a pas empêché les journalistes de redire après les procès. Donc la jurisprudence ne s'applique pas à la presse en réalité. Donc il s'est rendu compte que ça ne servait rigoureusement à rien d'aller en justice pour faire condamner des journaux. Les rédactions payent les frais des journalistes qui vous injurient et qui vous diffament. Donc il a décidé un jour, sur un coup de tête, de rétablir le duel. Bon, lui-même est un chasseur émérite, aujourd'hui émérite, mais d'exception en Afrique, en France, dans le Bourbonnais. Il aime les armes, en particulier le fer, et il préfère, dit-il, le métal au pénal. Et il a créé cette association qui n'a jamais compté au plus haut de ses effectifs que 3 membres, mais attention, pas n'importe lesquels. Le président, c'était Bernard Lugan. Le vice-président, c'était Vladimir Volkov. Vladimir Volkov, moi, je l'ai côtoyé à l'âge d'homme, magnifique romancier, auteur du Retournement, du Bouclage, des Humeurs de la mer. Il sabrait la vodka au sabre quand il venait parfois à l'âge d'homme. Et l'autre vice-président, c'était Dominique Vénère. Donc je vous laisse imaginer quand quand Bernard Lugan, l'offensé, envoyait ses témoins dans les salles de rédaction pour demander des témoins à l'offenseur. À quel point je ne cite pas les salles de rédaction s'il ne les cite pas. Je vais en citer une seule, simplement. C'est l'Observateur. Il a été une fois à l'Observateur. Eh bien, les gens se décomposent. Voilà. Et donc, c'est la classe de Bernard Lugan. C'est à la fois l'esprit français, l'esprit mousquetaire. C'est un ancien canonnier du roi. Le paradoxe de Lugan, c'est que c'est un maurassien, mais d'origine huguenote. Donc, il appartient aux 4 États confédérés. Je rappelle à nos téléspectateurs que les États confédérés, c'est des États dans l'État, que l'action française ne portait pas tout à fait dans leur cœur. C'était les Juifs, c'était les francs-maçons, c'était les métèques, autrement dit les étrangers, mais aussi les protestants. Et donc, c'est un huguenot qui est resté quand même maurassien jusqu'au bout, mais un Maurras corrigé par Dominique Vénère. Donc c'est un personnage flamboyant. Pour moi, c'est le cœur de l'esprit français et le cœur de l'esprit européen. J'ai été surpris parce que s'il y a bien un éloge du duel, c'est parce qu'il vient de sortir un livre à la nouvelle librairie sur le sujet. Consacré, le livre... dévastateur. C'est une histoire du duel. Le cœur du livre, c'est une histoire du duel. L'entrée et la fin, c'est Lugan qui dit pourquoi il a créé l'association. Comment il les appelle, les queues plates de sous-préfecture et les lapins de coursive, parce qu'il en a marre des lapins de coursive et des queues plates de sous-préfecture. Et la fin, c'est une proposition de loi qu'il aimerait présenter, mais il ne se présentera pas parce qu'il n'est pas républicain. C'est un disciple de Lyautey. Lyautey comparait la République à la syphilis. Quand on l'a, soit on vit avec, ou soit on se pète une balle dans le caisson. Donc il vit avec la syphilis. Donc il sera jamais député, mais il aimerait qu'un député porte une loi pour rétablir le duel, en tout cas en matière de presse. Et accessoirement, ça permettrait de désengorger les tribunaux. Donc jetez-vous sur l'éloge du duel, mais surtout sur notre numéro d'éléments qui est consacré à notre plus beau bretteur, me semble-t-il, aujourd'hui, parmi nos plus beaux bretteurs. Voilà. Messieurs, un mot sur le duel. Rodolphe, vous êtes plutôt d'accord? Oui, moi je suis absolument pour aussi son rétablissement. Puis j'ai l'imaginaire du film de Ridley Scott.
Voilà, duellistes. exactement. Donc absolument pour. Adapté de Conrad, hein, les duellistes. Et ça, si vous permettez, il faut être pour le duel parce que il y a débat et éléments. Hein, je suis sûr qu'il y a débat. Mais j'aime bien Elon Musk, hein, parce que c'est un vrai fou. Mais aussi, vous voyez, Elon Musk et Mark Zuckerberg vont se battre en Italie, peut-être à Rome, au Colisée, si les Italiens ils arrivent à louer assez cher le Colisée. En MMA, donc c'est des sports de combat, parce que c'est quand même la plus de classe de se battre à cheval, à l'épée ou à la dague, hein, que se battre dans une cage de fer comme une cage en plastique surtout. Ouais, une cage en plastique. Hein, donc ça avait la classe le duel autrefois, quoi. Mais David, c'est quelque chose qui pourrait arriver ça en Suisse, ça, retour, Alors en Suisse, je sais pas, mais ici on a tellement d'affaires de presse. J'en ai une actuellement face à nos amis de Libération. Alors même si je suis très reconnaissant envers nos lecteurs qui nous ont permis justement de disposer des services d'un avocat, on aurait pu le faire à moindre frais sur ce modèle-là. Je lance l'appel si messieurs Massol et compagnie nous écoutent et qu'ils n'ont pas envie de toucher à la trésorerie et donc à l'argent public, puisque c'est à peu près pareil dans Libération, eh bien je suis à leur disposition. Donc voilà, nos amis de Libération, les trois pieds nickelés, parce qu'ils sont trois, hein, ils ont été trois pour écrire un article contre vous. Je dis pas que je les prends les trois à la suite, mais ils peuvent en déléguer un. On peut en déléguer un. Donc voilà, le message passe, nos amis de Libération. François, on ne fait pas que d'encenser Bernard Lugan, c'est aussi un numéro sur les 50 ans. Éléments à 50 ans. C'est 50 ans, c'est un numéro spécial de 116 pages, hein, avec une dizaine de pages consacrées aux 50 ans d'Éléments, 1973-2023. Nous sommes tous les 5 juges et partis, mais pour nous, c'est, qu'on me pardonne l'anglicisme, c'est vraiment the place to be, je crois. C'est la place où il faut être, parce que c'est un journal à la fois vénérable par son âge, hein, mais aussi offensif, mais aussi dynamique, mais aussi un journal de duelliste et de fine lame. Hein. Donc oui, c'est les 50 ans pour nous, c'est une date importante. Maintenant, il faut qu'on prenne date avec les 50 ans qui viennent. Hein. Très bien. Bon, de toute façon, pendant toute l'année, on va avoir. Et puis, il y a eu un colloque il n'y a pas si longtemps. Je crois que les interventions vont être mises en vidéo, en ligne. Donc, on vous en parlera et TV Liberté aussi vous en parlera. On va parler d'un sujet, c'est notre amie Mélanie, qui, Alain de Benoît a interrogé l'universitaire Marco Tarqui, qui nous fait un peu le portrait de ce bilan, ce premier bilan chez Mélanie. Rodolphe Carte, vous avez, vous qui suivez la politique et vous avez l'habitude d'avoir la dent dure sur nos politiques, j'ai l'impression quand même en Italie, c'est un peu pareil qu'en France, c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent au pouvoir, il n'y a pas grand-chose derrière. Peut-être l'enseignement de cet événement, c'est aussi la mise en place et la tutelle monétaire que subit l'Italie. Alors on peut revenir sur les causes, ce genre de choses, mais ce qui vraiment revient de flagrant dans cette histoire, c'est que les pays, quand bien même ils auraient une volonté de s'opposer justement à cette invasion, il faut utiliser le terme qui convient. Aujourd'hui, on a vraiment une pression, que ce soit des milieux financiers, des milieux culturels aussi, ou même de la superstructure européenne, même si je pense qu'il y a aussi des problèmes au sein des nations elles-mêmes. C'est pas qu'un problème de l'Union européenne, qui fait partie évidemment des causes. Mais donc aujourd'hui, je pense que c'est un problème justement qui est vraiment important et intéressant. C'est vraiment s'intéresser justement à ce chantage à la dette, et qu'aujourd'hui on va en Italie et qu'il y a un avertissement pour nous Français qui sera présent dès demain. Je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, Bruno Le Maire a annoncé le plan d'endettement de la France sur l'année. On va encore battre des scores, mais dans le mauvais sens du terme. Et là encore, on voit que quand bien même on aurait la volonté politique, et même si on a une aspiration, par exemple en France, d'un renouveau, ou en tout cas d'une défense identitaire, si je puis dire, mine de rien, il faut aussi prendre en considération ces structures financières qui aussi nous brident, qu'on le veuille ou non. Donc oui, c'est un événement qui est absolument cataclysmique et catastrophique pour la France, pour l'Italie premièrement, mais ensuite pour l'Europe en général. Et oui, il faut essayer d'en tirer les enseignements qu'il faut pour entre guillemets les prendre en cause pour une politique réelle, ou en tout cas réaliste, si je puis dire. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir, il
y a maintenant un petit moment, mais on a vu le coup d'éclat qu'a eu Mélenchon quand il parlait, en fait, aujourd'hui. Il est revenu un peu à sa base de cette élection en expliquant qu'il y avait l'oligarchie contre le peuple. C'est un peu ce qui se passe en Italie en ce moment. Oui, il a eu une sortie un peu drôle, si je puis dire, pour son dernier livre là qui va sortir. Faites mieux, c'était la fameuse phrase qu'il avait sortie le lendemain, enfin même le jour même pas de sa défaite, mais de sa non-qualification au second tour. Et donc Mélenchon, tout fier de lui, annonce que le prochain, enfin entre guillemets, la prochaine problématique politique serait l'opposition entre l'oligarchie et le peuple. Bon, ce qui est assez drôle, parce que je veux dire, de cette problématique, Élément en parle depuis 10 ans. C'est le fameux livre d'Alain de Benoît. Lui, on avait fait une campagne. Bien évidemment. En 2017. Mais là où ce qui est intéressant aussi, c'est que Mélenchon, je pense, a absolument compris la donnée démographique comme nous l'avons compris aussi de l'autre côté. C'est le fameux débat aussi d'avant premier tour entre Zemmour et Mélenchon, quand les deux opposent le grand remplacement à la notion de créolisation. Mélenchon aujourd'hui, c'est vraiment un concept qui reprend à tire-larigot. Et même dernièrement, moi, je m'intéresse un peu à l'Institut Boétie, qui est donc le centre de formation des futurs cadres de la France insoumise. Et justement, Mélenchon, même s'il refait un appel du pied à la partie autochtone et populaire, parce qu'il sent aussi que Ruffin, lui mange des pattes-bandes, enfin sur ce domaine-là. Mélenchon, à la fin, quand même redit non, notre avenir, en tout cas, il est dans les quartiers. Ces gens-là votent à 80% pour nous. C'est ces gens-là aussi demain qui seront, pas quasiment majoritaires, mais en tout cas qui ont la dynamique de croissance pour eux. Donc c'est vraiment sur ces gens-là qu'il faut viser. Donc là, on reprend aussi la tactique et la stratégie Terra Nova, entre une espèce de coalition des classes moyennes et supérieures urbaines plutôt autochtones des villes, et une alliance avec cette espèce de lumpenprolétariat, même si le mot, faudrait le recontextualiser, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est le plan, c'est la stratégie. On a souvent tendance à raison de dire que Mélenchon est un très bon tribun, mais je pense qu'il est encore meilleur comme stratège. Il a eu des écarts, bien évidemment, il a eu des choses trappes, mais en tout cas, je pense que là-dessus, en tout cas de manière négative pour nous, mais je pense qu'il fait une analyse qui est assez intéressante. François. C'est Jérôme Sainte-Marie qui nous disait ça dans son entretien dans Éléments. C'est surtout un excellent tacticien, très très grand tacticien. Si vous vous rappelez les phrases de Mélenchon qui sont cultes dans l'absolu, je veux dire, c'est élisez-moi Premier ministre en 2022. C'est quand même énorme, je veux dire. Et en 2017, cette phrase fantastique, c'est que le XXIe siècle commencera en 2017. Donc il a toujours pensé que sa stratégie allait le conduire au pouvoir. Mais en fait, c'est des revirements plutôt tactiques, je pense. C'est en tout cas ce que Jérôme Sainte-Marie me dit. Et Sainte-Marie me dit toujours, c'est le propre d'une mentalité trotskiste. C'est typiquement trotskiste, ce genre de calcul. Et jusqu'à présent, il n'a pas porté ses fruits. Il y a quand même beaucoup de dissensions internes au sein de la NUPES, ça va de soi, mais également de LFI. Il y a eu des purges qui ont été faites, et vous, souverainistes, le savez, tous les souverainistes ont été dégagés, précisément pour faire le lit de cette ligne indigéniste, Kuzmanovic, Koch, etc. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de traduction dans les urnes. Patrick, pour finir peut-être juste sur l'entretien, d'Alain de Benoît avec Marco Tarqui, la nouvelle droite française rencontre la nouvelle droite italienne. Ce qui est intéressant, je pense, c'est peut-être mettre en exergue aussi une forme de naïveté française et de méconnaissance peut-être du paysage politique italien, puisque on voit notamment à la fin de l'entretien qu'il y a un sentiment chez Meloni étrange, un peu profondément à la fois anti-français et anti-allemand. Et c'est quelque chose que l'on ne perçoit pas. Il y a un virage, donc Meloni, on la croit souverainiste, mais en fait elle a un virage un peu libéral. Effectivement, elle est prisonnière des structures européennes et de la menace et du chantage à l'argent. Et j'ai trouvé ça intéressant de creuser cette idée qu'il y a quand même une espèce de défiance et d'incompréhension entre cette Italie-là et cette France-là, et que il y a, c'est prendre en compte ça aussi. Oui. En même temps, il y a le tropisme aussi atlantique qui ressort beaucoup chez Meloni, alors qui est consubstantiel à l'histoire italienne, à cette notion aussi de base installée militaire en Italie. Peut-être que cette chose, ça crée un espèce de décalage. Même si aujourd'hui, nous, en tant que Français, on a eu tendance, même au niveau européen, à un certain alignement sur ces positions plutôt atlantistes, mais qui n'étaient pas forcément aussi dans l'élément et dans la génétique géopoliticienne française. Donc là aussi. Est-ce que c'est un message, c'est peut-être un message d'alerte pour une Marine Le Pen qui un jour arriverait au pouvoir, cette expérience-là? Est-ce que c'est pas ce qui lui arriverait? Alors, les gens qui
sont assez critiques. Et Marine Le Pen dit qu'elle s'est alignée avant d'être au pouvoir. Je pense qu'ils sont assez injustes avec elle. C'est pas du tout les mêmes lignes. Elle est beaucoup plus proche de Salvini. Pour le coup, c'est une vraie psychologie populiste. Ce que Tarki nous révèle aussi dans l'entretien, c'est qu'elle n'est pas populiste. Elle a fait une campagne populiste, parce qu'elle est en Italie, parce que c'est le pays de la Commedia dell'arte, parce que c'est le pays de Plaute, jusqu'à Fellini, en réalité, même de Berlusconi. Le jour des élections, elle apparaît sur TikTok avec 2 melons. Mélanie, au pluriel, c'est des melons en italien, parfaitement calibrés. C'est inimaginable en France. Je vous laisse imaginer dans les pays anglo-saxons, les féministes hurleraient. Mais c'était un leurre et une illusion. C'est une libérale conservatrice. Elle n'aime pas la démocratie directe. Elle est très très attachée au modèle de démocratie représentative, présidentielle, c'est son objectif. Donc vraiment, elles sont sur des planètes vraiment différentes. Donc moi, je pense pas que une sorte d'héritière de Berlusconi quelque part. Son fantasme, c'est siphonner. De toute façon, Berlusconi est mort. Son fantasme, c'est siphonner Forza Italia. Le parallèle avec Mélenchon, du coup, devient assez évident, puisque les deux, qui ont quand même une connaissance de la psychologie des foules, ne jouent la carte populiste qu'en période électorale. Alors Mélanie, on l'a vu, c'est la carte patriotique, populiste patriotique, même si en réalité on a une libérale eurocompatible, quoi. Le fameux, toujours le syntagme inconciliable du libéral nationalisme. Et du côté français, eh bien Mélenchon, il le fait de moins en moins parce que c'est difficile de faire un grand écart aussi longtemps, mais pendant toutes les campagnes présidentielles, il a joué cette carte drapeau rouge et drapeau tricolore. Aujourd'hui, la carte populiste, le peuple contre les élites, c'est un petit peu la même chose, mais hors période électorale, c'est l'indigénisme, c'est le wokisme, c'est entre guillemets l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire c'est la main tendue non pas au peuple de France, mais aux communautés au pluriel. Et ensuite, est-ce que les gens ont la mémoire assez courte pour voter pour lui un jour et après, ayant oublié ce qu'il avait dit la veille, je ne sais pas. Mais disons, c'est autant à gauche qu'à droite, on a ce double discours qui est insupportable, quoi. Voilà, de toute façon, on suivra ça, la campagne italienne et puis bien sûr la campagne de Mélenchon. David, je reviens vers vous parce que vous avez écrit un grand article sur le féminisme, féminicène alors je vais faire attention, d'une auteure, Vera Nikolsky. On est un peu dans la suite de ce qu'avait déjà écrit Emmanuel Todd là-dessus. En fait, est-ce que le féminisme tel qu'il est arrivé, tel qu'il a existé en tant que militante, n'a strictement servi à rien et que le progrès technique, la révolution industrielle, en fait, a été peut-être le meilleur moteur pour que les femmes se libèrent? Alors, c'est effectivement le postulat philosophique du livre, qui est un postulat matérialiste, un peu marxisant dans son cas. Elle nous vient de l'Est, née à l'époque encore soviétique, où elle en a gardé un certain type de réflexion qui s'applique particulièrement bien dans le cas du féminisme, puisqu'elle nous dit que les avancées du statut de la femme ont toujours été le résultat non pas de luttes militantes ou intellectuelles, mais de progrès techniques, médicaux notamment, et de l'évolution des rapports de production. On a notamment le passage du secteur primaire au secteur tertiaire, lequel va évidemment favoriser l'égalité des sexes, puisqu'il va diminuer le rapport à la force physique, par exemple. Et puis la médecine, c'est peut-être encore plus important, parce que qui dit médecine dit lutte contre la mortalité infantile, obstétrice, hygiène, maternité, autant de progrès considérables qui ont permis à la femme d'être plus libre, plus indépendante, plus égale à l'homme, évidemment, puisqu'elle n'était pas obligée de se mettre aussitôt à faire des enfants pour être sûre, dans l'horloge biologique qui est la sienne, de pouvoir en faire au moins quelques-uns qui survivent. Enfin, on connaît le truc. Et là, quand on reprend les chiffres, c'est assez incroyable. En fait, la femme, à une époque, passait la moitié de sa vie à être enceinte. Bah oui, parce qu'il fallait commencer très tôt, parce qu'il y avait un taux de mortalité infantile qui était terrible, avec en plus pour elle le risque de mourir en couche. Donc elle cite aussi la vaccination, Pasteur bien sûr, ou bien comment s'appelle ce médecin auquel Céline avait consacré sa tête, Semmelweis. Voilà, donc c'est l'hygiène des mains, parce que ça a été, Céline en parle bien d'ailleurs, mais disons ça a été une révolution dans la médecine d'amener cette hygiène-là pour éviter les infections et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est la lecture positive des choses. La lecture négative, en sens contraire, c'est-à-dire oui, mais alors si tout ça devait ne plus avoir lieu pour des raisons
énergétique, matérielle, parce que le progrès n'est pas indéfini, il dépend justement de cette superstructure, de cette infrastructure, pardon. Alors les libertés, les droits pourraient décliner d'autant. Il y a cet exemple que j'aime bien donner. Il ne concerne pas le statut des femmes en particulier, mais celui de l'humanité en général. C'est le cas de la Libye. Après la chute de Kadhafi, après avoir pillé les ressources pétrolières par les Américains, donc et laissé le pays dans l'état que l'on sait. On retrouve à Tripoli et ailleurs des marchés aux esclaves qui avaient disparu et qui sont réapparus à la faveur de la crise des énergies fossiles. Donc les partisans des droits naturels, du droit de l'homme, d'une téléologie libérale de l'histoire qui disait c'est les progrès de la conscience humaine, on ne reviendra jamais en arrière. Eh bien, on aimerait bien y croire aussi, sauf que non. Et là où Vera Nikolsky nous alerte, on pourrait dire, elle n'emploie pas le mot, je crois, mais disons, on pourrait dire qu'elle est collapsologue, elle a une sensibilité collapsologique, donc c'est les thèses de l'effondrement, notamment pour des raisons écologiques. Et elle dit, mais tout le monde, cet effondrement à terme, dans les décennies à venir, il est inévitable. Ça va être un coup très dur pour l'humanité. Tout le monde va le subir, mais les femmes le subiront encore plus parce que ce statut d'exception qui était le leur dans ce qu'il faut bien appeler une parenthèse enchantée, elles risquent de le perdre. Donc que peuvent-elles faire à défaut de changer le monde? C'est au moins se préparer au choc, s'armer à tous les niveaux pour que ce soit pas trop dur et qu'elles puissent maintenir leurs droits. Et elle pointe les écolos féministes, parce qu'on pourrait dire que c'est un discours écolo-féministe au sens propre, mais elle pointe celle qu'on appelle ainsi, notamment Sandrine Rousseau, en disant comment cette dame qui, tous les jours sur Twitter, nous alerte contre le réchauffement climatique, la déforestation, la pollution des eaux, l'extinction des espèces, et en même temps se dit féministe, comment se fait-elle qu'elle ne lit jamais ces deux sujets? Parce que si elle le faisait, elle ne devrait pas considérer notre époque comme un Moyen-Âge patriarcal et inégalitaire, et elle ne devrait pas inciter ses supporters, les femmes qui la suivent, à militer dans les campus pour des toilettes non genrées, des ateliers non mixtes et la criminalisation du mégenrage des pronoms. Non, c'est pas vraiment l'urgence au moment où la base matérielle qui a permis, je ne dis pas cet équilibre, mais cet état quand même pas trop défavorable, est sur le point de sombrer. Alors moi je considère vraiment, et je lis beaucoup de livres sur ce sujet-là, que le Féminicène de Vera Nikolsky est à mon avis, dans les dernières décennies, en tout cas dans l'espace francophone, peut-être le livre le plus important qui a été écrit sur la condition de la femme occidentale, de ce qu'elle est et surtout de ce qu'elle sera ou de ce qu'elle pourrait être, quoi. Ça, ouais. Je vous le recommande. Très bien, on va, avant de passer à la Corse, on fait un petit break sur Christophe. Vous avez fait un hommage et un parallèle. C'est un petit hommage, puisque Jane Birkin est morte cet été, j'ai oublié la date. Et vous l'avez comparé avec une autre anglaise. J'ai fait un portrait croisé de ces jumelles paradoxales, de ces jumelles contraires. C'est Jane Birkin, qui vient de nous quitter, et Charlotte Rampling, deux figures franco-françaises qui nous sont proches, qui sont chanteuses, actrices, artistes aussi, puisque Charlotte Rampling fait de la peinture. Elle est assez copine avec Soulage, qui lui... voilà. Donc, des jumelles contraires. Ces deux filles d'officiers britanniques, l'un Birkin, grand résistant, et l'autre Rampling, moins résistant, officier britannique, qui par ailleurs était un sportif de haut niveau, qui a été champion olympique en 1936 à Berlin, en saluant la foule, donc c'est très différent. Et d'ailleurs, Charlotte Rampling, qui est un personnage très différent de Birkin, plus glacial, plus classant, plus aristocratique, a fait un film qui s'appelle, je crois, Portier de nuit, dans les années 70, qui est tout à fait étonnant, où elle joue très très dénudée, d'ailleurs très belle, avec casquette en cuir, une rescapée des camps, qui a une liaison avec un ancien médecin nazi. C'est très étonnant, hein, Charlotte Rampling, personnage très étonnant. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil sur l'Angleterre. Jane Birkin, qu'on a accompagné, pour lesquels on a une grande tendresse, mais qui était un personnage parfois un petit peu agaçant. Voilà, moi je dis qu'il y a une espèce de parodie d'Angleterre, un peu, avec un accent un peu imaginaire, avec des positions parfois politiques un petit peu faciles. Voilà, donc je disais, c'est deux filles d'officiers britanniques, mais surtout deux femmes de compositeurs. Birkin, elle a été avec John Barry, l'anglais, et puis Gainsbourg, évidemment, on sait. Et Rampling, elle a été mariée avec ce personnage tout à fait extraordinaire, la famille Jarre, le fils de Jarre, le comte Maurice, et Jean-Michel. Voilà, c'est tout. Donc c'était une petite tendresse. On regarde ces franco-anglaises de loin, comme en jumelles paradoxales, comme un miroir. Voilà, donc une petite swinging London. Le swinging London. Et puis juste pour finir, le Birkin, on la voit apparaître dans Blow Up, Antonioni. Et moi j'aime beaucoup Antonioni. Donc elles ont accompagné notre existence depuis l'après-guerre finalement.
On va terminer avec la Corse, je crois. Hein. Oui, parce que vous avez fait un entretien avec une figure passionnante qui est en train d'émerger sur l'île, l'île de Beauté. C'est Nicolas Battini, qui était en prison pour le moment des attentats du Bataclan. Et parlez-nous de ce personnage, je pense, qui va frapper les esprits dans les 50 ans qui viennent, enfin 30-40 ans qui viennent. Hein. Il est en train de... Oui, Nicolas est un jeune militant. Il a commencé à militer à 15 ans. Il a commencé tout de suite à poser des bombes. Hein, et il a eu le malheur de vouloir s'attaquer à une préfecture. On prend cher en France là-dessus. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais les préfectures, on n'y touche pas. En France, il va, je crois, être condamné à 6 ans de prison. Il va rester. N'ayant pas fait beaucoup d'études, il va, pendant ces années de prison, reprendre ses études d'histoire. Il est aujourd'hui doctorant. Et il met tout le mouvement nationaliste corse dans la panade, parce qu'il est en train de remettre tout en cause, tout le discours très misérabilisme qui existait. La Corse, vous savez, les nationalistes corses se sont appelés même le FLNC en hommage au FLN algérien. Et lui, il dit, mais pas du tout, il faut arrêter tout ce discours misérabilisme, ce tiers-mondisme tel qu'il existait. La Corse n'a jamais été un pays du tiers-monde et est un pays qui est européen, et nos frères d'armes, ce sont les Européens et non ni les Kanaks au fin fond des îles que nous respectons tous, ou même l'Algérie, etc. Et donc, effectivement, il y a toute une génération de jeunes, vu que il faut savoir que tout le pouvoir corse est pris par les nationalistes, mais ils n'en font pas grand-chose. Et lui, il dit, il est temps de bouger, il est temps de faire autre chose. Et l'article est passionnant parce qu'il remet les pendules à l'heure sur une île que beaucoup de gens admirent aujourd'hui pour leur combat. Et il donne cette anecdote incroyable, c'est qu'en prison, au moment des attentats du Bataclan, il était en prison et toute la prison était en fête. Et ça, pour lui, ça a été le marqueur d'un changement réel, radical. Dans la perspective de l'ami et de l'ennemi. Et pour finir, et très brièvement, le paradoxe qu'il souligne, c'est que les autonomistes à la présidentielle votent Marine ou Éric Zemmour, qui sont eux au contraire pour le maintien de la Corse en l'état. Au présidentiel, Marine Le Pen aurait été présidente de la Corse sans problème, vu qu'elle est passée par rapport à Macron. Ouais. Alors donc découvrez Nicolas Battini. Enfin, voilà. Nous on se retrouve dans 2 mois avec, j'espère, Olivier François pour un autre numéro du Plus d'éléments. Bonjour chez vous.